Bien, bonjour à tous, ravi de vous accueillir à cette nouvelle visioconférence. Jeudi 28 novembre, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Laurent Guillemino. Laurent Guillemino est professeur de pneumologie au CHU de Toulouse, à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Il est le coordonnateur du réseau de recherche clinique Chrysalis, président du Collège des enseignants d'allergologie, membre du conseil scientifique de la Fondation du Souffle, de la Société francophone d'allergologie. Ça, c'est sa fiche, plus gros de sa fiche. Ce que je peux dire en plus de mon côté, c'est que Laurent a fait sa spécialité et plus à Tours. C'est pour ça qu'on se connaît bien et j'ai été co-directeur de sa thèse de sciences. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueille aujourd'hui. Laurent a ensuite, après Tours, est parti à La Réunion, n'est-ce pas? C'est ça. 2 ans à peu près, Oui, hein, 2 ans, puis en Australie et est revenu à Tours, pas à Tours, pardon, à Toulouse ensuite. Voilà. Alors, le sujet du jour, c'est la toux chronique réfractaire. La question est, la toux chronique réfractaire est-elle une pathologie génétique? Alors, simplement, il va bien entendu présenter son sujet, mais ce que j'ai retenu dans son petit résumé, c'est que 15% des patients qui consultent pour une toux ont une toux chronique réfractaire, c'est-à-dire sans cause à l'exploration et sans réponse aux thérapeutiques habituelles. Alors, il y a beaucoup de pneumologues qui suivent ces conférences. Les pneumologues savent ce que ça représente. Chaque fois que quelqu'un arrive avec une toux qui dure depuis des semaines, on se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Par quel bout je vais prendre le problème? Eh bien, Laurent, c'est à toutes ces questions qu'on va te demander de répondre. Merci en tout cas. merci Monsieur le Marié. Merci encore pour l'invitation. Un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui, puisque effectivement on a passé du temps ensemble il y a Oui. maintenant plus de 10 ans. On s'était perdu de vue et je suis vraiment très heureux de pouvoir à nouveau échanger avec vous sur un sujet d'ailleurs qui me tient à cœur, qui est la toux chronique réfractaire. Je vais juste présenter mon diaporama. Alors tout à l'heure ça marchait. Est-ce que vous voyez défiler mes Très diapositives? bien. Oui, c'est parfait. Parfait. Ça, ce sont mes liens d'intérêt. Alors, effectivement, je vais vous parler d'une pathologie qui s'appelle le CANVAS, parce que c'est une pathologie génétique. Et vous allez voir que les liens avec la toux chronique sont extrêmement troublants. Et c'est pour ça qu'on a des projets pour essayer de mieux comprendre pourquoi ces patients qui ont une maladie génétique neurologique ont également une toux chronique. Donc, mes liens d'intérêt. Je commencerai juste par une petite citation, un proverbe yiddish qui dit trois choses ne peuvent pas être cachées. Il y a la toux, la pauvreté et l'amour. Alors moi je connais très bien la toux, donc je vous en parlerai. Pour les deux autres, je connais pas du tout, donc je vous en parlerai pas. Et donc je vais me concentrer uniquement sur la toux. Alors pour ce qui est de la toux chronique, ce qui est très important à noter, c'est que la toux chronique, c'est une. Alors nous, on se bat beaucoup au niveau du groupe sur la toux au niveau international pour dire que c'est une pathologie. Bon, certains ne sont pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, nous, on se bat pour dire que c'est une pathologie. Et la définition, notamment dans les recommandations françaises que je vous présente ici, sont de dire que la toux chronique est une toux qui évolue depuis au moins 8 semaines. L'idée, c'est de dire qu'il faut faire la différence entre une toux aiguë que vous connaissez bien, qui est la toux post-virale, où on a des patients qui font une infection virale, notamment une infection respiratoire haute, rhinopharyngite aiguë, et puis qui vont tousser pendant 1, 2, 3 semaines. Cette toux, elle s'arrête spontanément dans la grosse majorité des cas, c'est certes désagréable, mais ça s'arrête dans la grosse majorité des cas. Et puis, il va y avoir une frange de la population qui vont avoir une toux qui évolue depuis plus de 8 semaines. Et ça, on sait que quand la toux évolue depuis plus de 8 semaines, eh ben, la toux ne va pas s'arrêter spontanément. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir la prendre en charge. Et on mettait dans les recommandations, je souligne aussi, que en tant qu'expert, on proposait d'identifier la toux chronique comme une pathologie. Alors, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, la toux chronique. Alors, c'est une pathologie qui est très hétérogène, comme on va voir après, mais c'est une pathologie fréquente parce qu'il y a une étude qui a été faite dans une enquête auprès de la population française avec un échantillon représentatif sur 15 000 personnes. Et sur cet échantillon, il y avait 4,8%
qui avaient une toux chronique, notamment au cours des 12 derniers mois, ce qui représente 2,5 millions de personnes en France. Et donc, c'est une pathologie très fréquente. Et ça veut dire, comme le disait Monsieur Le Marié, c'est qu'on voit arriver en tant que pneumologue des patients qui ont une toux chronique. Et on va voir après que ces patients posent d'énormes problèmes parce que l'exploration est souvent assez délicate. Il y a une méta-analyse qui avait été faite et qui montrait que c'était environ 10% de la population mondiale. Alors c'est probablement surestimé. Et quand on regarde les nouvelles enquêtes qui sont faites dans différents pays, alors ce sont surtout des pays occidentaux, on a une prévalence qui tourne autour de 5%. Alors quand on a une toux chronique, la première chose à faire, c'est cet algorithme que je ne vais pas détailler, mais qui permet de voir qu'on a quand même des pathologies fréquentes, qu'on connaît bien en pneumologie, qui sont la rhinosinusite chronique, l'asthme et le reflux gastro-œsophagien. Donc l'idée, c'est d'essayer de rechercher et de traiter ces pathologies-là en se disant que chez les patients qui ont une toux chronique qui évolue depuis 8 semaines, ben, il y a un bon nombre de patients qui vont avoir une cause traitable sous forme d'atteinte rhinosinusienne, bronchique ou gastro-entérologique. Et quand on les recherche, qu'on les trouve et qu'on les traite, la majorité des patients, heureusement, s'améliorent. Mais surtout, c'est que la problématique va être ces patients qui ne s'améliorent pas, c'est-à-dire, comme disait Monsieur Le Marié, aux alentours de 15-20%, ces patients qu'on traite, qu'on explore, et puis finalement on ne trouve rien, on met en route des traitements, ben, ça ne marche pas. Et puis ça, c'est le cauchemar à la fois malheureusement des patients, mais aussi des praticiens, parce que les médecins vont voir revenir ces patients-là, et avec comme message, ben, je suis désolé docteur, ce que vous m'avez donné, ça ne marche pas, et j'ai besoin absolument que vous m'aidiez, parce que ma toux est vraiment extrêmement désagréable. Alors, c'est un peu ce que je vais illustrer là, c'est que le parcours de soins du patient qui a une toux chronique réfractaire, c'est vraiment extrêmement compliqué parce que ce qui se passe, c'est que le patient va voir son médecin généraliste, son médecin de famille, et puis le médecin de famille essaye de faire des explorations, de faire des traitements, et puis ça marche pas, donc il envoie au pneumologue. Le pneumologue essaye de faire des explorations, spirométrie, scanner, met en route un traitement inhalé. Et puis, ça ne marche pas. Donc, le pneumologue dit bah, allez voir votre médecin généraliste, parce que moi, en tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas de problème pneumologique. Et puis, il essaie d'envoyer à l'ORL. L'ORL fait sa nasofibroscopie. La nasofibroscopie est normale, ou même montre une anomalie, mais on traite. Et puis, le patient ne s'améliore pas. Donc, il est envoyé au gastro-entérologue qui fait l'endoscopie digestive. Et puis, il revient auprès du médecin généraliste. Et puis, le patient dit ben, j'ai vu trois spécialistes. Vous pouvez parfois rajouter aussi l'allergologue, tout un tas de spécialistes, et puis ma toux persiste, aidez-moi parce que là franchement je suis désespéré. Alors comment est-ce qu'on peut avancer? Parce que vraisemblablement ces patients-là posent problème. Alors c'est vrai que la vision de la toux chronique actuellement c'est un peu ça, c'est de dire les tousseurs chroniques, c'est ce gros rond bleu qui est ici, et dedans on trouve des patients qui peuvent avoir un asthme, des patients qui ont un reflux, des patients qui ont une rhinosinusite, des médicaments, des pathologies pulmonaires et ainsi de suite. Et quand on les traite, ils s'améliorent, et c'est très bien comme ça, et c'est la situation la plus facile. Malheureusement, dans le lot, il y a des patients qui vont avoir une toux chronique réfractaire, dans le sens où soit on n'a pas retrouvé ces pathologies, soit on les a retrouvées, on les a traitées, et puis le patient dit mais non, mais moi je continue à tousser, et visiblement, la pathologie pour laquelle vous aviez une suspicion, vous l'avez bien traitée et je ne m'améliore pas. Alors la première chose à faire, c'est que dans les recommandations de prise en charge, c'est qu'on avait dit déjà, il faut donner un nom à ces patients parce que sinon on risque de continuer à tourner en rond en permanence. Et donc on va leur donner un nom en les appelant TOCRI. Alors c'est un acronyme qu'on peut utiliser entre nous médecins, mais qui est probablement pas utilisé avec le patient, qui est une toux chronique réfractaire ou inexpliquée. Alors on n'a rien inventé, hein, c'est juste une traduction française, francophone, de l'Unexplained and Refractory Chronic Cough, qui est l'appellation internationale. Et juste dans les recommandations, on identifie ces patients en disant voilà, ils ont une TOCRI, donc à partir de là, il va falloir discuter des explorations et de la thérapeutique. Alors, voilà, nous on avait donné une définition, alors que bon, qui est pas tellement intéressante ici, mais c'est pour dire qu'on a identifié ces patients-là comme des patients qui ont une toux chronique, un suivi depuis au moins 6 mois et pour lesquels on ne trouve pas de cause, ou on a retrouvé une cause, mais les traitements bien conduits n'ont pas permis d'améliorer la situation. Alors juste un petit message sur le larynx, parce que le larynx, alors moi j'avoue que
C'est une pathologie, en tout cas un organe que j'ai peu appris au cours de mon cursus des études de médecine, et pourtant il est extrêmement impliqué dans la toux. Vous voyez que dans cette étude justement australienne qui regardait les patients qui ont une dysfonction des cordes vocales, il y en a 90% qui ont une toux, et parmi les patients qui ont une toux chronique, il y en a 70% qui ont un mouvement paradoxal des cordes vocales. Donc on voit bien que le larynx est un organe qui est très impliqué et qui est difficile à explorer. Alors moi j'avoue que j'aime beaucoup cet organe parce qu'il est extrêmement complexe, très impliqué dans la toux et qui est peut-être en tout cas suspecté à l'interrogatoire par le pneumologue quand des patients décrivent une dysphonie, un hémage, c'est-à-dire un raclement de gorge, un jetage postérieur ou un spasme laryngé. Et globalement, on peut représenter la toux chronique un peu comme ça, avec les pathologies classiques, la toquerie, les pathologies réfractaires, et puis dedans, probablement une grande part de patients qui ont une dysfonction du larynx qui passe un peu inaperçue, car très difficile à explorer. Alors après, vous allez me dire, ok, bon, ça on comprend bien, il y a des patients qui ont des pathologies qui font tousser, qu'on peut améliorer avec les traitements habituels, des patients qui ont une toquerie, peut-être une part de dysfonction du larynx, et puis après, dans le lot, il y a des patients qui ont rien de tout ça, et dans ce cas-là, pourquoi ils toussent? Alors, il y a un concept qui a été développé par les Anglais, qui est le concept de toux par excès de sensibilité. Et c'est de dire que ces patients-là ont des récepteurs à la toux trop sensibles et vont avoir tendance à déclencher une toux pour des stimuli extrêmement légers. Alors, comment se passe la toux chronique? Habituellement, le réflexe de la toux se passe ainsi. On a des récepteurs à la toux sur l'épithélium de l'arbre respiratoire qui va du nez jusqu'aux bronches. Et quand il y a un stimulus, vous avalez par exemple un verre d'eau de travers, là il y a un message qui est transmis au noyau solitaire dans le tronc cérebral. Il y a une modulation corticale, c'est un réflexe qui est très atypique parce que en fait il fait participer le cortex. Donc je peux décider de tousser. Donc ça, c'est très étrange comme réflexe parce qu'il est modulé par le cortex. Et ensuite, la modulation va dire oui, effectivement, je pense que là, il faut tousser parce qu'il y a beaucoup de messages. Et donc, il y a un message qui va être transmis pour la toux. Et chez des patients qui ont un excès de sensibilité, eh ben, en fait, ils vont avoir des récepteurs trop sensibles. Et donc, quand ils parlent, quand ils chantent, quand il y a du froid, quand il y a du parfum, une odeur, ils vont avoir à tousser en excès. Et globalement, jusqu'à maintenant, on n'avait aucune piste pour expliquer ça. Il y avait des hypothèses qui étaient extrêmement variées, mais on était très en difficulté pour dire, bon, bah, pourquoi ces patients, un beau jour, vont déclencher une toux par excès de sensibilité. On n'a aucune piste. Alors, nous, c'est vrai on s'est posé beaucoup de questions et notamment a émergé ces dernières années une pathologie génétique qui s'appelle le CANVAS, qui est un acronyme anglais. D'ailleurs, vous m'excuserez pour les diapositives en anglais pour une réunion qui est francophone, qui associe ce CANVAS, associe une ataxie cérébelleuse, une neuronopathie et une aréflexie vestibulaire. Et donc, ça a été décrit dans les années 90. Tous ces syndromes, vous savez, qu'on décrit et qu'on aime beaucoup, nous, en tant que médecins, quand on réunit plusieurs symptômes sous un même syndrome, et c'est des choses qu'on adore apprendre à la faculté de médecine. Et ça a été décrit au début des années 90, et puis en 2004, l'entité a été identifiée comme telle, comme un canvas. Vous voyez que sur cette figure, vous avez des patients qui ont donc une neuronopathie. Tous les patients ont une neuronopathie. Il y a une part d'aréflexie vestibulaire, d'ataxie cérébelleuse, c'est des patients qui ont des troubles de la marche, vous les voyez arriver, qui ont des difficultés à marcher. On peut avoir une dysautonomie, et puis souvent ils ont besoin d'aide à la marche. Et puis, il y en a, alors on verra après la prévalence, mais il y en a qui ont une toux chronique. Alors, on cherchait un peu l'intrus, on voit bien que tous les symptômes neurologiques là, qui s'associent, et puis une toux chronique qui apparaît, on se demande un peu pourquoi. Alors, vous voyez que la fréquence des symptômes sont indiqués ici. En tout cas, ils ont tous une neuronopathie les autres atteintes sont beaucoup plus variables. Alors, le mécanisme même de cette pathologie et la physiopathologie est totalement inconnu. Alors, vous allez voir qu'à la fin de la présentation, vous allez avoir plus de questions que de réponses. Mais malheureusement, je pense qu'on est au début d'une histoire et il va falloir intensifier les recherches. Donc, ce sont des patients qui ont des dysfonctions cérébelleuses. Vous voyez qu'ils ont une diminution des cellules de Purkinje au niveau cérébelleux. Ils ont
une atrophie du vermix, je pense que ça s'appelle comme ça en français. Et puis ils ont une neuronopathie avec notamment une ganglionopathie au niveau des racines dorsales, des troubles de la proprioception. Et puis ils ont une anomalie aussi, une perte neuronale au niveau des paires crâniennes. Ils ont également une dysfonction vestibulaire avec une perte du ganglion vestibulaire et une atrophie des nerfs vestibulaires. Donc voilà, alors c'est ce qu'on constate au niveau macroscopique, notamment il y a des études autopsiques qui ont été faites. Et puis ce syndrome a véritablement changé de dynamisme parce que la mutation génétique a été identifiée en 2019 par un Anglais. Et cette mutation, alors c'est même pas une mutation en fait, pour être tout à fait transparent, c'est une expansion répétée dans un gène. Vous avez un gène qui s'appelle le gène RFC1, qui est un facteur de transcription dont on ne sait pas très bien à quoi il sert, donc vous voyez qu'on ne sait pas grand-chose. Et ce qui a été démontré, c'est que sur des allèles normaux, il y a des motifs que vous voyez ici, AAAG ou AAAGG, qui sont répétés des dizaines de fois. Et chez les patients qui ont une anomalie, un CANVAS, cet alignement de bases puriques et pyrimidiques sont répétés 400 à 2000 fois dans le gène et sont parfaitement associés à cette pathologie qui s'appelle le CANVAS. Donc la question c'est pourquoi est-ce que cette expansion répétée de ces motifs dans le gène vont, en plus c'est dans un intron, vont entraîner une pathologie, on ne sait pas. Il y a des hypothèses qui ont été faites comme quoi il pouvait y avoir des ARN messagers toxiques qui vont induire la pathologie. Est-ce qu'il y a la sécrétion d'une protéine mutante qui va entraîner une accumulation de polypeptides au niveau neurologique? Bon, bref, alors cet article a le mérite d'exister et a le mérite de mettre des hypothèses, mais on ne sait absolument pas pourquoi cette pathologie s'exprime sous l'effet d'une expansion répétée de motifs au niveau du gène RFC1. Alors, les caractéristiques du CANVAS, c'est une maladie qui commence en général vers l'âge de 35 ans et qui commence pratiquement exclusivement par une toux. Et cette toux va évoluer sur plusieurs dizaines d'années avant qu'on ait des symptômes neurologiques qui s'expriment. Donc il y a logiquement une transmission autosomique récessive, donc tout le monde n'est pas touché dans la famille. Il peut y avoir tout de même des phénomènes de transmission pseudo-dominante, avec parfois des phénomènes hétérozygotes qui peuvent donner quelques symptômes. Globalement, la prévalence est extrêmement faible, ça reste une maladie rare, même si on retrouve dans la population une hétérozygotie qui va de 0,7 à 4%. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans les études de cohorte, en tout cas des études rétrospectives, au début, bon, on avait décrit la toux, vous voyez, dans la première, il y a 10 ans, avant qu'on connaisse la mutation, en tout cas l'expansion répétée du gène, bah, c'était 8% des patients. Sur la description qui a été faite par Cortés, qui a décrit l'anomalie génétique, c'était 37%. Et c'est là où il a dit, tiens, c'est bizarre, il y en a quand même pas mal qui se plaignent de tout. Et puis après, alors, on s'est mis plus à compter les tousseurs parmi les différentes cohortes et on s'est aperçu que les patients avaient une toux chronique extrêmement fréquente qui probablement va au-delà des 80% des patients. On s'est dit, mais pourquoi ces patients toussent? C'est quand même extrêmement étrange. Et donc, nous, on a pris le problème un peu à l'envers. On s'est dit, OK, nous, on est pneumologue. Moi, je vois des patients tousseurs chroniques réfractaires en grand nombre. Donc, la question, c'est parmi nos tousseurs chroniques réfractaires dont on ne sait pas très bien pourquoi ils toussent, bah, combien il y en a qui ont un CANVAS. Donc, on a pris 68 patients qui ont une toux chronique réfractaire, dont on n'avait aucun autre symptôme qui avait été exploré, on n'avait rien retrouvé. Et on l'a fait remplir des questionnaires. On a recherché justement l'expansion répétée du gène RFC1 et on a regardé ce que ça donnait. Et donc, on a retrouvé que 25% avaient une expansion répétée, soit homozygotes pour 16%, qui ont vraiment la maladie, c'est sûr, soit 9% du côté hétérozygote, où là, la question du rôle dans les symptômes est beaucoup plus discutée et débattue. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, il reste encore 3 quarts des patients, on ne sait pas pourquoi ils toussent. Je suis d'accord, mais on se dit quand même, on avance, et globalement, 25% des patients qui ont une toux chronique réfractaire pourraient être liés à une maladie génétique. C'est quand même quelque chose, si on l'avait dit il y a 5 ans, je pense qu'on nous aurait un peu rionné.
Alors, on a décrit les patients, on a essayé de voir mais quel est le profil de ces patients qui ont une expansion répétée. Vous voyez qu'ils ont tendance peut-être à être un peu plus jeunes, mais en tout cas, c'était pas flagrant. Et puis, on n'avait pas retrouvé de différence au niveau des comorbidités. Vous voyez que même en ce qui concerne la neuropathie, quand les patients le déclaraient, il y a pas véritablement, alors ça manque peut-être un peu de puissance, mais il n'y avait pas de franche différence. Quand on regarde l'âge de début de la toux, clairement les patients qui ont une expansion répétée, tous commencent à tousser beaucoup plus jeunes, vous voyez 45 ans, alors que la moyenne habituelle, c'est ce qu'on retrouve dans les études, c'est autour de 50 ans chez les patients qui n'ont pas d'expansion répétée. On a regardé quel était le profil de la toux, on n'a pas vu de différence. Et la seule différence qu'on a retrouvée, c'était le fait que les patients ne décrivent pas de période spécifique dans la journée concernant leur toux, qu'ils ont la fumée, les poussières qui ont tendance à déclencher et l'alimentation qui déclenche. Ce sont vraiment les trois caractéristiques qu'on avait retrouvées. Et on avait également démontré sur une analyse multivariée ces caractéristiques-là. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a d'autres données qui sont apparues depuis. Ça, sont des données, il me semble, espagnoles, je crois, avec, vous voyez, 13 patients qui ont un canvas et une toux. Et vous voyez que le début de la toux, vous voyez 30 ans, 32, 34, 30, 25. Donc ça commence très très tôt. Donc c'est des patients qui commencent à tousser très tôt et qui ont des anomalies neurologiques qui arrivent beaucoup plus tard. Et vous voyez qu'il y a un délai, il y a un décalage entre l'apparition de la toux et l'apparition des symptômes neurologiques. Et que le diagnostic est en général très retardé, parce que pour faire un diagnostic, c'est très très compliqué et il faut un peu de temps avant d'évoquer le diagnostic. Je suis désolé, j'ai mon chien qui fait des cauchemars pendant ce temps-là. J'espère que vous ne l'entendez pas. Alors, en ce qui concerne une autre étude, ils avaient justement regardé les patients qui ont une toux chronique sans expansion répétée du gène et avec une expansion monoallélique ou biallélique. Alors, ils avaient très très peu de patients, donc c'était un peu compliqué pour voir des différences. Globalement, sur deux patients, c'est quand même très complexe de pouvoir avoir des différences. Bon, ils n'avaient pas retrouvé franchement. Et puis, ils avaient retrouvé, vous voyez, les odeurs fortes qui pouvaient déclencher, la nausée aussi qui pouvait être associée. Et puis, ils avaient les problèmes de réveil nocturne. Alors, c'est pas trop ce que nous, on observe, mais en tout cas, voilà. Mais sur deux patients, c'est hyper compliqué. Voilà, ils n'avaient pas retrouvé autre chose, notamment sur les scores de symptômes. Ils avaient peut-être retrouvé des scores de symptômes qui sont un peu plus altérés quand ils ont, vous voyez, plus ils sont bas, plus c'est altéré. Un peu plus altérés chez les patients qui ont une homozygosie de l'anomalie génétique. Mais nous, dans notre étude, alors je ne vous l'ai pas montré, mais il n'y avait pas de différence sur les questionnaires de qualité de vie. Alors, évidemment, l'idée c'était d'aller plus loin parce que la question c'est le fait d'être hétérozygote, est-ce que véritablement ça donne une maladie? Donc, on a repris 21 patients, pardon, 14 patients qui avaient une toux chronique réfractaire et une expansion répétée du gène. Il y en avait 7 pardon, qui étaient homozygotes et 7 qui étaient hétérozygotes. Et donc, on leur a fait à tous un EMG. Et ce qu'on retrouve, alors ce qui est assez flagrant, alors qui n'est pas bien représenté ici, mais ce qu'on retrouve, c'est que les patients qui sont homozygotes ont tous un EMG positif, en tout cas avec une neuropathie sensitive axonale, alors que pratiquement tous les patients hétérozygotes ont un EMG qui est totalement normal. Et ce qui est très intéressant sur le plan de la clinique, c'est que vous voyez que l'hypoesthésie vibratoire, vous savez qu'on peut utiliser le diapason pour explorer la sensibilité vibratoire, et ben, les patients qui ont une expansion répétée homozygote, ben, eux, ils ont une hypoesthésie vibratoire, pratiquement tous les patients, alors que c'est parfaitement normal chez les patients qui ont une hétérozygotie. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une toux liée à cette anomalie génétique sans avoir d'anomalie neurologique? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai aucune réponse. Donc voilà, donc ils ont trouvé des différences en termes d'anomalies de MG, c'est un peu ce que je vous disais. Alors en termes de physiopathologie, bon, c'est la brasse coulée, hein, on ne sait pas du tout. On sait que ce sont des patients qui ont une perte neuronale au niveau de la moelle épinière, qui ont également une atrophie ganglionnaire au niveau neurologique, avec une perte des axones myélinisés. Donc, alors quel est le mécanisme exact?
Alors, ce qui est très intéressant et que j'ai pas fait figurer ici, parce que ça a été présenté cet été, c'est que les Anglais ont regardé des biopsies bronchiques de patients qui avaient un canvas et une toux chronique, et ils n'ont retrouvé aucun marquage neurologique, comme s'ils avaient une dénervation, alors ce qui est plutôt étonnant, parce on aurait plutôt attendu l'inverse, une dénervation, donc ce qui est bizarre, c'est qu'ils toussent beaucoup, mais ils ont beaucoup moins d'innervation au niveau bronchique. Donc là, c'est vraiment, il va falloir continuer les explorations pour essayer de comprendre. Et effectivement, ça va un peu à l'inverse de ce qui a été publié. Ça, c'est une publication, vous voyez, qui remonte à 2021, où ils ont comparé les patients contrôle sur le plan du marquage des nerfs au niveau bronchique et les tousseurs chroniques. Et les tousseurs chroniques ont beaucoup plus d'innervation au niveau bronchique. Alors que je viens de vous dire que chez les canvas, c'est peut-être l'inverse. Donc il y a véritablement des choses à faire sur comprendre quel est le mécanisme physiopathologique. Alors, ce qui est très étrange, c'est que vous voyez, ça c'est une étude qui est serbe, je crois, qui regardait des patients qui avaient une expansion répétée du gène RFC1 et vous voyez qu'ils sont pratiquement tous à tousser, avec une neuronopathie. Et ils ont regardé une anomalie du gène FGF14, qui est une autre expansion répétée d'un autre gène qui donne des neuropathies. Il n'y en a aucun qui tousse. Donc pourquoi les canvas avec expansion du gène RFC1 toussent et pourquoi ceux qui ont une expansion répétée du gène FGF14 ne toussent pas, c'est extrêmement déroutant. En termes de traitement, bon, c'est un peu le bas blesse parce que quand on regarde l'effet de la prégabaline, vous voyez, c'est des traitements neuromodulateurs, l'amitriptyline, la gabapentine et ainsi de suite, il n'y en a aucun qui a un effet sur la toux et donc c'est un peu compliqué pour les patients. Par expérience, le seul traitement qui a un effet, c'est la morphine à faible dose. Et c'est vrai que ça marche excessivement bien chez les patients. Donc en conclusion, la prévalence du canvas chez les patients qui ont une toux chronique réfractaire est très élevée, en tout cas plus élevée que ce que voudrait la prévalence dans la population générale. Il n'y a pas de caractéristiques uniques où on se dit, ah, tiens, un patient qui a une toux chronique, il a probablement un canvas parce qu'il a telle caractéristique, on ne peut pas faire ça. Les mécanismes sont totalement inconnus. Quel est le rôle pathogène d'être hétérozygote sur la toux? On ne sait absolument pas. Il y a de nouveaux traitements qui sont commercialisés. Je pense que ce n'est pas le cas au Canada parce que la FDA a refusé la commercialisation. Mais en France, il y a les antagonistes de P2X3 qui sont commercialisés. Quel est l'effet sur les patients canvas? On ne sait absolument rien. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions. Je finis par plus de questions que de réponses. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est extrêmement passionnant. Je suis évidemment disponible pour les questions si vous avez des questions. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation, je dirais, à deux aspects. Un aspect clinique, naturellement, mais aussi un aspect biomédical. Avant de poser mes questions, qui vont peut-être être plus de l'ordre biomédical, je vais laisser Étienne peut-être ouvrir la discussion, à moins qu'ils veulent que je l'ouvre sur un côté plus biomédical. Étienne? Non, je te laisse faire, Yves. Bon, écoute, vous avez dit beaucoup de choses. La première des choses, si j'ai bien compris, les patients normaux, dans leur séquence répétée, ont 3A, 1G, alors que les patients qui ont la maladie ont une séquence répétée 2A, 3G. Est-ce que je me suis trompé? Non, non, c'est ça. C'est qu'effectivement, alors Bon, c'est exactement ça. Il y a OK. différentes choses qui ont été décrites. Il y OK. a- Et donc, ce que je voulais dire avec ça, c'est que d'abord, il y a des mutations. Et deuxièmement, souvent, ce que ça crée, c'est que ça crée des épissages alternatifs aberrants. Et donc, est-ce que vous avez regardé si, par exemple, peut-être plus dans l'exon 3, si, s'il n'y aurait pas, par rapport à ceux qui ont les allèles normaux, des protéines tronquées, mais dans l'exon 3? Ça n'a pas été regardé. J'avoue que pour le moment, on s'intéresse surtout au côté génétique gène. Nous, on a une étude qui va démarrer sur la protéomique, où on a récupéré, alors ça reste du sérum, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais on a récupéré du sérum de patients tousseurs chroniques avec un canvas et des tousseurs chroniques sans canvas. Et on va faire de la protéomique au débit dessus pour voir quelle est la différence en termes de protéines entre ces deux entités pour savoir si, alors, est-ce qu'il y a des protéines qui émergent et qui pourraient expliquer la physiopathologie? Deux, est-ce qu'on a un biomarqueur qu'on pourrait tester dans le sérum pour dire, ah tiens, ce patient, il a probablement un canvas.
Ouais. Donc c'est une étude qui va commencer dans les semaines qui viennent. Pourquoi vous ne prenez pas des crachats? Parce que une biobanque qu'on avait faite maintenant il y a plusieurs années. Ah, d'accord. Et c'est vrai à l'époque, on n'avait pas colligé les crachats, on avait colligé uniquement le sang et les urines. Et effectivement, Ouais, ça aurait... peut-être que dans les crachats, vous auriez plus de chance. L'autre chose aussi que je voulais savoir, juste pour être certain que j'ai bien compris, le FGF, on parle bien du Fibroblast Growth Factor? Oui. OK. Ben, écoute, c'est une maladie complexe. C'est pas du tout évident. Mais moi, c'est drôle, hein? Mon petit doigt me dit que je chercherais je cherche le terme français, là, des splicing, des épissages alternatifs aberrants qui seraient downstream, là, downstream, la séquence dupliquée dans l'intron 2. Donc, je chercherais ça dans l'exon 3. Ok, merci pour les conseils, merci beaucoup. Puis pour le reste, ben, je pense qu'il faut chercher, hein. C'est pas du tout évident. La gabapentine, c'est quelque chose qui est sur la douleur neuropathique qui est souvent donné. Euh, je sais pas quoi dire, là, mais je sais pas, je trouve ça étrange un peu, là. Mais ça marche pas, hein. Ouais, c'est Non, ça. ça marche pas. Je trouve ça étrange. Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai une drôle de sensation à propos de ça. Mais pourquoi la morphine a l'air d'être efficace à Je petite sais dose? pas, mais vraiment, enfin, moi je l'utilise dans la toux chronique réfractaire, ça m'arrive de l'utiliser, parce que c'est quand même un traitement antitussif qui est extrêmement intéressant. On utilise à très faible dose, hein, on ne monte pas les doses, hein, c'est vraiment très faible. Et les patients, c'est incroyable, hein. Les patients Canvas ont une efficacité qui est incroyable. C'est-à-dire ils reviennent en disant ben, je ne tousse plus. Alors, Les mais patients pourquoi ça Canvas, fonctionne? uniquement les patients Canvas. Tu n'en donnes Non, non, pas. non, il y en a d'autres qui disent. Mais c'est vrai que moi, alors c'est une expérience qui est la mienne, hein, ça vaut ce que ça vaut pas grand-chose, mais en général, chez les patients non canvas, qui ont une toux chronique réfractaire, ils disent voilà, je tousse moins, mais je tousse encore un peu. Les canvas, ils disent je tousse plus. Ah oui, C'est bluffant. l'efficacité est limitée au Canvas, En tout cas, essentiellement. parfois même, ça me fait un peu un test diagnostic, parce que quand les patients me disent oh là là, c'est génial, ça marche, franchement, je tousse plus, dans ce cas-là, si j'ai pas recherché le canvas, je me mets à le rechercher. D'accord. Donc ça pourrait servir de test diagnostic en quelque Ouais, ouais, je sorte. pense, ouais. Ouais, tout à fait. Mais quel est le mécanisme d'action? J'en sais absolument rien, hein. Oui, mais enfin, si ça a l'air aussi caractéristique que ça vaut la peine d'essayer. C'est quand même un conseil pratique qui coûte pas cher finalement. Ah oui, oui. Mm. Est-ce que ces gens-là ont des troubles du sommeil, est-ce qu'ils sont stressés d'une façon anormale? Non, alors en général, c'est des patients qui toussent pas la nuit. Alors sans Donc, ils qu'on font pas comprenne. d'apnée, ils font pas de choses comme ça. Non. On comprend pas très bien pourquoi ils toussent pas la nuit. Alors probablement ils n'ont pas de stimuli la nuit, ils ont une respiration qui est parfaitement stéréotypée et voilà. Après non, ils ont pas de stress en dehors de tousser parce qu'ils ont vraiment une toux qui est incoercible et extrêmement gênante. La seule chose c'est qu'il y en a beaucoup qui décrivent un reflux. Et des symptômes de reflux, et quand on les traite, finalement, même quand on fait la pH-métrie, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas tant de reflux que ça, mais ils expriment des symptômes. Moi, je pense que c'est ce qui est décrit actuellement, c'est qu'il y a peut-être plus un problème de sensibilité du vague qui est stimulé par les remontées acides et qui va aller déclencher la toux, plus que d'une véritable irritation du liquide acide au niveau des voies aériennes, quoi. Plus que d'un véritable reflux C'est finalement. ça, exactement. Mhm. C'est toujours sur le plan thérapeutique, les antagonistes P2X3, qu'est-ce que c'est? Alors, les antagonistes de P2X3, le P2X3, c'est un récepteur non, c'est un récepteur sur les voies aériennes, mais également centrales, qui est indiqué ici, le P2X3 qui est au milieu là. Ah oui, Et d'accord. des molécules chimiques ont été développées pour aller antagoniser ce récepteur. Il y a le gefapixant, dont les études de phase 3 sont positives, qui s'appelle COF1, COF2. Elles montrent une réduction de 18% de la fréquence de la toux, et donc ont été approuvées par l'Europe et sont commercialisés alors en France, en Angleterre, en Suisse, au Japon, en Allemagne et d'autres pays en Europe. Par contre, la FDA a refusé la commercialisation considérant que
l'efficacité n'était pas majeure, considérant qu'il y avait un effet placebo dans les études, même si le traitement est statistiquement plus efficace que le placebo. Donc finalement, il n'est pas disponible aux États-Unis ni au Canada. Mhm. Mais c'est le premier traitement qu'on a qui est commercialisé dans la toux chronique réfractaire ou inexpliquée. C'est le premier, le seul traitement actuellement. Malheureusement, il n'est pas remboursé en France. Il n'est pas remboursé. Mais alors, comment Pas tu fais? remboursé. Comment tu Il a un fais? coût d'environ 180 euros par mois, donc c'est quand même un budget non négligeable. Et malheureusement, il est pas remboursé. Ok. Ouais, j'a- j'avais une question qui n'est pas très scientifique, mais euh, ce matin, je passais à la pharmacie en face de chez moi, là, et je voyais derrière le comptoir, tous les médicaments à disposition. Alors, donc, il y a les antalgiques, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, il y a un paquet de sirops. Alors, je ne sais pas si c'est propre au fait que on est en période semi-hivernale et que les gens ont des bronchites, etc. Mais il y a un paquet de sirops. Et en particulier, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a de plus en plus de sirops à base de plantes. Et j'ai Oui, posé la question à effectivement. la pharmacienne. Je lui ai dit, mais vous vendez de plus en plus de sirop à base de plantes, là, les gens sont contents. Ah oui, 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 ça marche très bien, etc. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces sirops à base de plantes pour la toux? Moi, enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuve scientifique d'efficacité. C'est-à-dire que même pour les molécules chimiques type Folcodine, dextrométhorphane, c'est que le niveau de preuve scientifique, il est faible, voire nul. Et quand on regarde des méta-analyses qui ont été faites, que ce soit dans la toux aiguë ou dans la toux chronique, le peu de données qui sont très anciennes ne sont pas convaincantes. Maintenant, il faut savoir que dans la toux, il y a un effet placebo qui est expliqué par cette modulation corticale. Et évidemment, un patient qui a une toux, vous lui donnez un sirop à base de plantes, il va avoir un effet placebo et il va revenir en disant qu'il est content. Dans la toux chronique réfractaire, il y a parfois des effets placebo comme ça, mais ce sont des effets transitoires. C'est des patients qui l'écrivent pendant une ou deux semaines. Ils disent: Oh, ça a vraiment bien marché pendant une ou deux semaines, par contre, c'est revenu après. C'était probablement un effet placebo qui est extrêmement présent, qu'il faut savoir utiliser aussi. En médecine, je pense qu'on n'utilise pas assez l'effet placebo. C'est intéressant. Mais il faut quand même s'assurer que les molécules qui sont utilisées soient parfaitement safe parfaitement et une innocuité, parce que le souci, c'est que nous, on voit arriver des patients, notamment en allergologie, avec des effets secondaires, notamment allergologiques sévères, à des sirops antitussifs qui n'ont aucune efficacité, ce qui m'embête, moi, au plus haut point, de prescrire des molécules qui sont potentiellement non efficaces et avec une toxicité, quoi. Alors, je vais citer un autre cas. Je prends un patient qui a une toux chronique, comme ça dure depuis des semaines. Il dit, docteur, je ne dors pas la nuit, j'en ai assez, etc. Et je prescris un corticoïde inhalé. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que nous, dans les recommandations, c'est vrai que je ne me suis pas attardé, mais dans les recommandations, ce qu'on avait mentionné, c'est que si on ne trouve pas de cause à la toux chronique, l'idée, c'est tout de même de faire une tentative de corticoïde inhalé pendant au moins 4 semaines, parce qu'on a Mhm. des patients qu'on n'explique pas très bien, mais qui ont une vraie sensibilité à la corticothérapie inhalée. Alors peut-être que c'est une inflammation eosinophile qui est sous-jacente, peut-être la bronchite eosinophile qu'on a décrit, que Peter Gibson d'ailleurs hein, de Newcastle a décrit il y a maintenant de nombreuses années, qui est débattu actuellement, mais c'est vrai qu'on a des patients qui sont très sensibles à la corticothérapie inhalée, donc avant de se lancer dans des traitements neuromodulateurs qui ont des effets secondaires, je pense qu'il faut faire au moins 4 semaines de cortisone inhalée, si vraiment on n'a retrouvé aucune cause. L'idée c'est de faire ça parce que parfois c'est extrêmement payant et les patients sont franchement soulagés. Alors, c'est vrai que dedans, quand je pose la question comme ça, essai thérapeutique de corticoïdes inhalés, ça veut dire que je n'ai pas fait de FR, j'ai rien fait du tout. Je ne sais pas si c'est éventuellement un asthme. Après, moi, ça me choque pas. Je pense qu'il faut quand même savoir faire une EFR à un moment donné. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une spirométrie à un moment donné, parce que sur une toux chronique, je pense que c'est bon ton. Maintenant, si on n'a pas la spirométrie à disposition, qu'on a un rendez-vous qui est un peu lointain avec le pneumologue, je pense que prescrire une corticothérapie inhalée n'est pas aberrant, si tant est qu'on n'a pas d'autres causes évidentes à traiter. Mhm. Et dans ce cas-là, quelle dose? Alors moi, je mets une dose moyenne selon le GINA. Donc, je sais pas, je mets de la fluticasone 250 microgrammes matin et soir. Je mets du budesonide de 400 microgrammes matin et soir. Donc, j'évite d'être trop léger, j'évite d'être trop haut. Donc, arbitrairement, je me situe à une dose moyenne. Mais il y a pas de données sur la dose exactement utilisée.
D'accord. Et pendant combien de temps? Enfin, en tout cas en titre d'essai, 4 semaines. Au 4 semaines. minimum 4 semaines. Minimum 4 semaines. Ouais. D'accord. Je crois, il y a une question qui est posée par Monsieur Jikinedo, qui Oui, voudrait. ben, je ne sais pas s'il lève la main ou s'il applaudit, là, mais la parole est à vous. Ouvrez votre micro, par exemple. Laurent, tu peux peut-être cesser le partage? Ah oui, bien sûr. Oui, bonjour, vous me recevez? Oui. Oui, allez-y, madame ou monsieur. Alors, bonjour. Oui, madame, c'est madame, bonjour. Et je n'ai pas. Vous n'avez pas parlé de l'analyse des crachats, comme l'a dit monsieur Étienne Le Marié. Alors, en ce qui concerne Pourquoi l'analyse vous des... avez. Ouais. En ce qui concerne l'analyse des crachats, je pense que quand on a affaire à une toux sèche, l'idée c'est que de toute façon c'est difficile d'avoir des crachats et je ne suis pas sûr de l'intérêt même des crachats, en tout cas c'est pas démontré. Maintenant, si des patients se plaignent d'une toux productive, et quand je dis productive, c'est vraiment avec ce qu'on appelle une bronchorrhée, c'est des patients qui remplissent, alors nous en France on sert des verres à moutarde, mais en tout cas qui ont au moins 100 millilitres de crachats sur la journée, donc bon, ça reste quand même assez conséquent. Je pense que ça peut être intéressant de faire des examens cytobactériologiques des crachats pour voir s'il n'y a pas une colonisation. Parce que moi, ça m'est arrivé des patients de découvrir une colonisation, de traiter le germe, et puis finalement, la toux s'arrête, les crachats s'arrêtent. Mais sur une toux sèche, je ne suis pas sûr de l'intérêt. Sur une toux productive, effectivement, je pense que ça peut être intéressant, si on ne trouve pas de cause évidente, de faire un examen cytobactériologique des crachats. D'accord, merci beaucoup. Voilà ma question. Merci. Merci. Moi, j'en ai une. En fait, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire parce que Étienne a ouvert la porte. euh, à propos des médicaments qui sont puis que chez nous aussi, on trouve là, dérivés à partir de plantes et où on ne sait pas trop quel est l'ingrédient actif ou le mélange qui fait en sorte que ça fonctionne. Je ne suis pas plus un adepte que ça, mais, mais je pense que comment je dirais ça, donc? Je pense que le Nord, puis là, je nous inclus dans ça, on devrait de plus en plus tenter de s'associer avec, que ce soit l'Asie du Sud-Est, que ce soit l'Afrique, pour justement aider cette pharmacopée-là à se développer ou à mourir, peu importe. Mais je pense qu'il y a du potentiel dans ça. Et je pense que ça serait une belle opportunité de trouver des façons de s'aider, que ce soit, puis finalement, ben, on clarifiera la question, est-ce que c'est des effets placebo ou pas? Mais au moins, en tout cas, on aura une réponse. Les quelques tentatives qui ont été faites ont passé proche d'avoir du succès. Ça fait que je pense qu'il y a, en tout cas, pour moi, il y a réflexion à y avoir. Et je pense qu'il y a là la possibilité d'établir plusieurs collaborations entre la recherche qui se fait au sud et celle qui se fait au nord. Non, mais c'est sûr, hein, surtout qu'il y a un besoin, hein. C'est-à-dire qu'en termes de traitement, on n'est pas dans la situation où on a énormément de traitements à disposition, hein. On en manque. Le seul traitement commercialisé, il n'est pas remboursé en dehors du Japon et peut-être ponctuellement de la Suisse. Après, la difficulté, c'est le problème de financement. On se retrouve toujours avec la même Oui. chose, quoi. C'est que les intérêts économiques des grosses firmes pharmaceutiques qui payent pour faire des essais cliniques ne vont pas aller développer des thérapeutiques pour lesquelles il y a pas de brevet ou pour lesquelles le risque d'échec est assez notable. C'est un défaut de la société dans laquelle on vit actuellement, hein, mais je suis entièrement d'accord que si on pouvait aller développer des thérapeutiques, notamment des plantes ou des choses comme ça, je pense que ce serait hyper intéressant, surtout dans un domaine où, puis j'ai envie de dire, même s'il y a un effet placebo, j'ai envie de dire, peu importe, si on a un traitement qui est parfaitement bien toléré et qui a un effet placebo, moi en tant que médecin, ça me va, hein. Moi, le patient s'améliore, il utilise un placebo et pourquoi pas, hein. Oui, tout à fait, tout à fait, Mais tout à fait. j'ai envie de. Je vois que Madame Jikinedo est toujours là. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Est-ce que dans votre pratique, est-ce que vous utilisez des plantes de chez vous?
Votre micro est fermé, madame. Oui, nous utilisons des plantes de chez nous pour la toux. Qu'est-ce que vous utilisez? Et il y a ce qu'on appelle Achayue ou la basilic d'Afrique en français. J'ai pas Donc, entendu. La basilic d'Afrique. La basilic la d'Afrique. basilic d'Afrique ou Achayue dans notre langue locale. Et Ah Donc, non, on je va pense qu'il y a triturer beaucoup de ça. potentiel de ce côté-là. Il faudrait, en tout cas, c'est sûr que ça prend des sous, là. Mais il y aurait du potentiel. Je vais aller voir dans le chat. Je vois qu'il y a une personne qui a placé. Ah non, c'est madame. Non. Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, Étienne, est-ce que tu as autre chose à ajouter avant que je fasse la publicité pour les prochaines? Oui, Oui, tu n'as rien ajouté ou non, je j'ai peux y rien. aller? Oui, OK. non. Ben écoutez, bougez pas. Notre prochaine visioconférence sera le 19 décembre et on va aller dans un registre totalement différent avec le professeur Abdoulaye Anne qui va nous parler, je m'excuse, la construction sociale des politiques d'éducation. Professeur Anne est professeur au département de l'éducation de l'Université Laval, membre du CIRAM, et donc qui est un spécialiste de ces questions-là. Et ça va être, parce que je le connais bien, extrêmement intéressant. Suivra le 9 janvier, donc là, on va faire une pause pour la période de Noël et du jour de l'an. Suivra le 9 janvier une conférence d'actualité du professeur Jean-Marc Lévy-Leblond qui nous vient de Côte d'Azur et dans lequel il va nous parler euh, des sociétés technoscientifiques comme la nôtre qui sont appelées à développer des niveaux d'expertise élevés et multiples. Donc, il va toucher à ces questions-là. La communication, oui. Oui, c'est ça. C'est un spécialiste de la communication. Je vais arrêter là parce qu'après ça, ça va aller en février et il y a des dates à confirmer. Ben, écoutez, moi, sur ces quelques mots-là, puis j'aimerais aussi vous inviter, si vous avez dans vos régions, dans vos hôpitaux, dans vos environnements immédiats, des gens qui font des thèses de doctorat. C'est extrêmement intéressant, pas tant sur les résultats que ces gens-là ont obtenus en date, mais sur la méthodologie qu'ils ont utilisée pour développer leurs questions de recherche. Et donc, ça nous intéresse parce que c'est fortement demandé et il y a des gens qui sont très, très friands de ça et ça va les aider beaucoup à structurer, souvent à structurer leur projet. Donc, moi, j'ai rien d'autre à dire. Merci au professeur Laurent Guillemino, je m'excuse, pour son temps et pour sa présentation. Et sur ces quelques mots, ben, moi, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Amusez-vous bien et on se revoit en janvier, sinon le 19 décembre avec le 19, professeur on se Abdoulaye revoit le Anne. 19 décembre d'abord, oui. Ouais, le 19 décembre. Merci. merci. Au Allez, revoir. Passez de bonnes fêtes. C'est Au pas revoir. possible. au Oh, revoir. OK. Étienne, est-ce qu'on fait je vais cesser l'enregistrement.